Merci beaucoup. Donc merci, à toutes les personnes qui ont répondu favorablement à notre invitation. L'enjeu pour nous dans cette, partie, c'était de profiter de cette rencontre pour entendre, l'expérience des artistes et notamment quels sont les chemins de leur chemin de création dans les territoires numériques. Heu, la 1re artiste qu'on a souhaité, inviter, c'est Marine Bruti, qui est, membre fondatrice du collectif, La Horde, collectif qui dirige le Ballet national de Marseille. Et ce qui nous intéressait dans son intervention, c'était, notamment, la question de la danse post-internet, qu'elle va, nous présenter et puis parce que ça faisait aussi, un très bon écho à, la présentation de la précédente présentation de Natacha Séverin et qui donc nous permet de continuer à travailler, à appréhender ces questions, notamment de viralité et de la façon dont les artistes, eux-mêmes travaillent, ou expérimentent autour de cette viralité. Donc merci beaucoup Marine d'avoir, accepté de participer et on vous écoute. Du coup, je vais peut-être commencer directement en partageant mon écran, pour montrer un petit peu, notre travail et expliquer comment, notre relation s'est développée avec les réseaux. Donc voilà, donc notre collectif, c'est La Horde. Donc comme vous le voyez, nous sommes à la direction du Ballet national de Marseille. On travaille sur la création chorégraphique et autour d'elle, on développe des pièces chorégraphiques, des films, des installations, des vidéos et des performances. Donc on a toujours été, dans l'utilisation, des plateformes sur internet, et dans l'utilisation d'outils un petit peu déjà prédéfinis. Donc par exemple, là, c'est notre site internet et on a, intégré, directement la possibilité d'avoir des liens, vers, tous les articles qui sont, qui paraissent sur nous, toutes les, possibilités aussi de tweet et de retweet. Donc il y a eu quelque chose sur notre page où en dehors en fait, de la présentation de nos travaux, on a, réussi à essayer de réunir beaucoup, d'éléments qui peuvent ramener comme ça vers, d'autres théâtres, d'autres lieux et d'autres publications, qui ont à voir avec notre travail, donc à la Horde. Donc, quand, Clément nous a invités, on a réfléchi longuement à ce qu'on allait pouvoir vous montrer, ce qu'on allait pouvoir partager avec vous. L'exercice n'est pas facile quand on le fait sur internet et qu'on n'est pas en présentiel, face à une foule. Mais dans l'idée, ce qu'on voulait un petit peu explorer, c'était notre rapport à nous, au réseau, qui est assez empirique en tant qu'artiste, et comment on les utilisait pour, communiquer un maximum avec, les publics. Donc, le principe un peu, c'est que si on identifie, très rapidement les réseaux que nous on utilise, on va utiliser beaucoup donc, Instagram, notre site internet évidemment. On va avoir aussi, Twitter, mais aussi, Vimeo, et enfin, le fameux réseau social qui n'est pas toujours appelé comme tel, YouTube. Donc, le principe avec, ce qu'on a essayé d'identifier, c'était comment on utilise chaque plateforme, avec sa possibilité d'outils. Donc, par exemple, quand on va utiliser, Facebook, on va beaucoup l'utiliser pour, la création d'événements, pour la création, de calendriers, et donc on va utiliser la plateforme plus dans ce sens-là. De la même manière, quand on va être sur Instagram, on va être dans un rapport, très présent. On va beaucoup raconter donc, ce qui se fait, genre comment se fait la vie du ballet, et parler un petit peu de l'actualité, mais c'est un endroit où on va plus pouvoir, diffuser des vidéos. Et donc le principe, c'était de comprendre, et je vais essayer de vous trouver parce que j'ai préparé quand même un petit document qui est plus simple que cela. Donc voilà, peut-être, une courte introduction avant que je vous fasse un petit peu, défiler, notre PDF. Donc très simplement, le rapport que nous, on a développé à la Horde avec, les réseaux, c'est qu'en fait, pour nous, internet, c'est avant tout, une extension du réel. C'est pas du tout un espace parallèle, c'est un endroit où on peut, continuer l'échange des choses qui se font en réalité, et qui se font, donc offline. Et dans notre première pièce, To Davon, on a vraiment travaillé en réseau avec, des danseurs de Jump Style qui s'étaient organisés en ligne,
qui donc ne s'étaient jamais, pour la plupart, rencontrés donc offline, mais qui en ligne échangeaient des vidéos de danse sous forme de contest ou de partage pour faire grandir leur mouvement. Donc il faut comprendre que c'est une des danses qu'on appelle les danses post-internet, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle a eu une espèce de deuxième vie sur les réseaux. Et au départ, c'était une danse qui était pratiquée dans les clubs en Hollande ou en Belgique dans les années 90. Et puis, avec un peu la fin de la musique jump style, de la fin un peu du hardcore à rebond en Belgique et en Hollande, on a vu un peu le mouvement s'éteindre. Et puis finalement, il y a eu une espèce de revival sur la toile quand le jump style a été utilisé pour illustrer une musique en ligne d'un DJ qui faisait un track qui avait du 150 BPM. Et en fait, à partir de ça, la vidéo est devenue relativement virale, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup circulé, elle a été beaucoup reprise. Mais comme a dû l'expliquer la précédente interlocutrice, le principe des vidéos virales, c'est que donc c'est comme une espèce de holà qui fait que ça circule dans le monde entier et que c'est repris comme un geste et presque comme un dialogue et juste un mimétisme. Et nous, ce qu'on a observé dans la danse post-internet, c'était au moment où ce geste repris constituait en fait des communautés. Et donc, comme on a vu des communautés en danse être comme des communautés de hip-hop, par exemple, où il y a vraiment cette relation de passe-passeur, c'est-à-dire un système où on apprend, on copie, on échange. Il y avait aussi un système vidéo à la base qui se faisait beaucoup entre, par exemple, les États-Unis et la France, avec un petit détail qu'Arthur rappelle souvent, c'est que aux États-Unis, on passe du 29 images par seconde, en France, c'est du 24. Et donc, en fait, quand les vidéos arrivaient au format NTSC en France, quand on les jouait sur des magnétoscopes normaux, les vidéos de hip-hop étaient accélérées. Et donc, en fait, quand les personnes se sont rencontrées en présentiel, ça a créé des choses assez étonnantes parce qu'en fait, ils trouvaient que les Français avaient une manière de danser beaucoup plus rapide et envolée. Et en fait, c'était juste dû à ce petit 10-15% de différence de vitesse qui était faite avec la vidéo. Donc, ce principe de vidéo a toujours été utilisé finalement dans la danse et l'accès en fait finalement par les réseaux sociaux a juste démocratisé ce geste. Et d'ailleurs, pour encore une parenthèse dans la parenthèse, nous, dans notre pratique, on travaille vraiment sur la danse, la vidéo, la réalisation de films comme de performances. Et donc, on a toujours trouvé aussi que c'était des médiums qui s'entendaient extrêmement bien. Et on peut même penser que la danse contemporaine a été inventée en même temps que le cinéma. Et en fait, il y a une manière de vraiment réfléchir la danse comme un enchaînement de gestes et une transition entre les gestes, ce qui est exactement le principe dont nous, on s'empare de la vidéo et de la manière dont on raconte des histoires à travers la vidéo. Donc tout ça, c'est une introduction pour expliquer qu'avant de penser même Internet, pour nous, quand on pense à Internet, c'est juste un outil pour pouvoir transmettre de la manière la plus facile possible le médium vidéo, qui existe de toute manière, de manière complètement indépendante à la toile, mais qui permet, grâce à la toile, de toucher de nouveaux publics et de créer de la rencontre, de l'échange et de la circulation à la fois des œuvres, mais aussi des gestes. Et donc, Mais le... c'est ce qui était très intéressant, c'est que quand on a commencé à discuter ensemble la première fois, ce que vous me disiez à ce moment-là, c'était que ça vous était toujours très difficile de répondre, à la question, quelle stratégie vous mettez en place par rapport aux réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, pour vous, ça avait toujours fait partie de votre espace de création et des moyens que vous utilisiez. Et que Oui, donc c'était difficile de prendre cette espèce de recul un peu de ce recul un peu théorique sur un outil qui faisait complètement partie de votre quotidien, dont vous étiez tout à fait acculturé. Et du coup, ce qu'on se demandait, c'était un peu quelles sont, en fonction des différents, médias, quelles sont les stratégies que vous avez mis en place ou sans parler de stratégie, quelles sont les habitudes que vous prenez, que ce soit avec, Instagram, que ce soit avec, TikTok, avec Facebook et comment est-ce que, vous fonctionnez avec ces réseaux au quotidien dans le cadre de votre création? ok. Donc en fait, pour expliquer des choses très simplement, donc comme vous l'expliquiez Clément, nous c'est une utilisation assez empirique, c'est-à-dire que au départ,
le compte de l'Arde, bah, c'était le compte de l'Arde, donc on postait notre chaîne YouTube, c'était aussi une chaîne pour partager nos vidéos, pour rencontrer des danseurs, pour rencontrer des jumpers. Donc on a eu d'abord vraiment cette position de user par rapport au réseau. Et finalement, la vraie question de la réflexion et avec notre prise de fonction au Ballet national de Marseille. Parce qu'en fait, comme j'expliquais déjà, on avait déjà des principes de à chaque plateforme, finalement, ses outils. Et donc, encore une fois, on ne poste pas la même chose sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur notre site internet. Et donc, il y a une pratique des réseaux sociaux qui était déjà un petit peu dans notre pratique d'artiste. Donc, encore une fois, quelle stratégie pour quels réseaux sociaux? Donc Instagram, sur le compte du Palais, on doit être un peu plus maintenant que 11 000 followers. Donc c'est le réseau le plus important du BNM. Il a la portée la plus large. Quel média? Donc là, il y a vraiment la question de finalement, quand on est une institution, Instagram, c'est pour communiquer, mais c'est aussi pour devenir un média. Par média, on entend vraiment comme l'idée soit d'un blog, soit d'un magazine, soit d'un journal, soit d'une sélection de vidéos. Donc, quand on réfléchit à ce terme, c'est vraiment dans l'idée de diffuser des contenus et de ne pas créer du contenu pour de la présence, mais de vraiment être à l'origine de contenus de qualité et qui pourraient exister de toute manière en dehors des plateformes. Donc, on a l'alternance de contenus variés avec plusieurs niveaux de lecture. Donc, effectivement, là, comme on parle d'Instagram, on a la possibilité de photos, de vidéos, de reels. On peut aussi participer au partage d'archives, parce que c'est vrai qu'au ballet, quand on est arrivé, on a découvert un très gros patrimoine, ne serait-ce qu'au niveau des costumes, des affiches, des vidéos aussi. Voilà, c'est un ballet qui a été fondé par Roland Petit et qui a vu beaucoup d'artistes donc à sa direction à travers les années. Et donc, c'est intéressant pour nous de rythmer aussi avec notre public pour qu'il n'y ait pas toujours les mêmes contenus qui soient accessibles, mais qu'on fasse aussi toujours appel un peu à l'histoire du ballet. Donc, quand on utilise le mot branding, c'est là des mots qu'on vole un petit peu à l'industrie qui est beaucoup plus commerciale. C'est en fait des histoires pour essayer de comprendre comment on peut hiérarchiser les contenus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont inventées par les industries de marketing, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises, mais il y a aussi des éléments qui sont assez intéressants à piquer finalement, à voler un petit peu, à se réapproprier. Et donc, c'est vrai que quand on pense aux stories, par exemple, c'est tellement un contenu qui se fait, enfin, qui passe un petit peu, vous voyez, comme c'était fait sur Snapchat avant et comment maintenant c'est fait sur Instagram. Donc, c'est vraiment quelque chose de très rapide sur lequel on défile très, très vite. Et on n'a pas toujours de contexte pour comprendre finalement à quel type de contenu on a affaire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a filmé, nous, très rapidement au ballet pendant une répétition? Est-ce que c'est un magazine qu'on va filmer très tôt, enfin, très rapidement aussi pour juste montrer qu'on a été dans une parution? Est-ce que c'est l'environnement du ballet? Est-ce qu'on va partager au contraire une vidéo qu'on a beaucoup mieux réalisée comme un extrait? Marine, je suis désolé, on vous perd Marine. un petit peu. Marine, Dans la story Le pour flux hiérarchiser vidéo a un du peu tout ça. retard, en fait, Marine, et on perd Oui. votre intervention est ralentie parce que le flux vidéo est mauvais. Du coup, on vous reçoit avec un peu de retard. Il y a une question sur laquelle je voudrais qu'on revienne peut-être lors de la discussion qu'on ouvrira après par rapport aux différents médias que vous faites défiler. C'est quel a été votre rapport à ces différents outils que sont Instagram, Facebook, TikTok, les réseaux sociaux que vous nous présentez, et euh, quelle est la différence entre le rapport que vous avez en tant qu'artiste et le travail que vous faites à la tête du ballet, de la structure? C'est-à-dire comment est-ce que vous transformez votre utilisation de ces réseaux en tant qu'artiste et à la tête de la structure? Est-ce que pour vous, vous en faites une différence? Est-ce que vous fonctionnez différemment? Comment ça se passe dans votre dialogue avec les équipes de com et de médiation?
Oui, bah, en fait, c'est des choses qui sont assez, bah, encore une fois, assez empiriques, hein. C'est-à-dire que, on a essayé de chercher, quelles pouvaient être, les, manières d'avoir des stratégies qui avaient été utilisées un petit peu comme des je sais pas, comme des bonnes recettes, mais en fait, ça n'existe pas. Et je pense que on a beaucoup parlé aussi avec bah, des lieux culturels et comment ils entretenaient une relation avec leur public. Et on voit bien que ça se fait à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a de la présence sur le territoire et il faut penser Mmh. finalement Internet comme un territoire aussi. Comme je disais, pour nous, c'est un peu une extension du réel. Donc, c'est un petit peu comprendre comment on va trouver nos communautés, comment nos communautés aussi nous retrouvent. Parce qu'il y a D'accord. beaucoup de personnes qu'on a rencontrées en réel qui finalement viennent nous suivre un petit peu sur les réseaux sociaux. Et ensuite, effectivement, pour nous, c'était un lieu avant tout d'expression, de partage. Et quand on a dû le penser et le réfléchir, ne serait-ce que pour le transmettre à notre équipe, parce qu'en fait, nous, au départ, on n'avait pas forcément de rythme de poste. On le faisait vraiment de manière assez intuitive et naturelle, en fonction de ce qui se passait, en fonction d'un peu de notre humeur du jour. On décidait de poster ou non. On Mmh. avait commencé un petit peu à régler nos postes à l'avance pour avoir 2-3 jours d'avance pour pas perdre beaucoup de temps quand même, mais ça restait quelque chose d'assez instantané. Maintenant, comme on a dû un petit peu transmettre à nos équipes, on n'est plus les seuls auteurs en fait des postes. Donc en fait, on fait souvent des réunions de contenu. On réfléchit au rythme, à l'alternance. Donc comme je disais, soit des archives, soit des vidéos plus instantanées. Et D'accord, donc donc on sur une essaye de stratégie qui est plus Mmh. pensée directement avec le lieu. ouais. Je vous coupe justement parce Merci, que oui. le temps passe un peu. Désolée, ouais, On ça va va vite. Et en plus, revenir, j'ai un peu pataugé parce que je savais plus mais de toute par façon, quel on tunnel. va revenir là-dessus sur la partie de la discussion, mais du coup, ça me permet de passer sur l'intervention qui est, celle de Marion, Sieffert, et notamment parce que Marion Sieffert aussi, parle beaucoup de son utilisation du réseau pardon, parle beaucoup de son utilisation du réseau Instagram avec sa création, Jeanne d'Arc, et qu'elle aussi, dans le cadre de l'entretien qu'on a mené avec elle, elle parle de la difficulté qu'elle a pu avoir à trouver une utilisation, cohérente d'Instagram avec les équipes des différentes structures avec lesquelles elle a travaillé. Donc pour, les personnes qui découvrent le spectacle, Jeanne d'Arc, c'est une création de Marion Sieffert. Marion Sieffert qui est donc, artiste associée à la commune CDN d'Aubervilliers, au CDNC d'Angers et au Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées, et elle a monté ce spectacle en octobre 2020 dans le cadre du Festival d'automne à Paris, et c'est une, pièce, une double création à la fois pour le théâtre et pour Instagram. C'est donc, la pièce, c'est donc le live Instagram, d'une jeune adolescente, d'une quinzaine d'années qui vit dans la banlieue pavillonnaire d'Orléans et qui, un soir, alors qu'elle subit, beaucoup de moqueries de la part de ses camarades, décide de rompre le silence et de prendre la parole sur Instagram. Et donc on lui a posé, quelques questions, alors c'est assez rapide, sur son approche de ce réseau et notamment sur les difficultés qu'elle a rencontrées quand elle a entrepris cette création. En fait, c'est vraiment partie de mon personnage. C'est-à-dire que, le processus de recherche de la pièce a été assez long. J'avais d'abord le titre Jeanne d'Arc, ensuite j'ai décidé de travailler à partir d'une matière très personnelle et intime et de mes souvenirs d'adolescente, mais je voulais que ce soit pas un personnage du passé, que ce soit un personnage du présent. Je voulais créer un personnage de fiction, et du coup, en me disant que, mon personnage, c'était une adolescente de 16 ans, ça me semblait impensable, en fait, de pas investir tout ce champ-là, de la vie, puisque les ados, ils passent beaucoup de temps, et puis moi-même aussi, ça m'intéressait. Enfin, j'avais lu des choses dessus, je regardais, enfin voilà, je suis assez curieuse, et en plus, je trouvais que c'était un endroit de théâtre, hyper intéressant, qui était aussi adapté à la comédienne avec laquelle je travaille, Elena, qui est quelqu'un dont je savais qu'elle allait, en fait, c'était aussi lui proposer un espace de jeu avec le téléphone. Je savais qu'elle allait pouvoir user des cadrages, s'amuser. Enfin, en fait, je cherchais un nouveau terrain de jeu dans lequel on puisse aller hyper loin, qui déploie énormément de possibilités pour nous.
moi, je voulais que le spectacle parle aussi aux personnes qui ont 16 ans, 18 ans aujourd'hui, que je voulais construire le spectacle à travers leurs références. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est le réseau social, le plus mainstream des adolescents. Et du coup, c'est vrai que ça permet en fait déjà les commentaires, parce qu'il y a des commentaires dans le spectacle. Enfin, les commentaires sont ouverts sur Instagram dans le live. Donc, ça permet en fait au public, aux spectateurs de réagir et de s'exprimer et d'entrer en scène aussi. L'outil est tellement quotidien, il est tellement familier aussi des gens que ça crée une interaction qui au théâtre est hyper fluide et pas du tout forcée pour eux, super naturelle. Donc ça leur permet en fait juste d'entrer en interaction avec la comédienne. Et donc déjà il y a cette rencontre-là pendant le spectacle et puis après il y a les rencontres après spectacle, c'est-à-dire que si on est très accessible sur le compte, il y a des messages, il y a des gens qui font des stories, enfin tous les trucs d'Instagram. Mais Du après coup, moi c'est vrai que mon souhait en faisant le spectacle, c'était que le spectacle atteigne des gens et atteigne en particulier des jeunes personnes qui en fait sont pas forcément familières du théâtre, c'est pas forcément leur art ou je sais pas quoi, ou qui viennent pas avec l'école. Et j'avais envie qu'il y ait une sorte de viralité en fait qui se produise autour de ce spectacle, que ça circule et que les gens puissent tomber dessus et suivre cette forme-là de spectacle. Mais après, c'est une stratégie parmi plein d'autres, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un de jeune, en fait, se sent représenté parce que c'est les musiques qu'ils écoutent, c'est l'univers, c'est les filtres, c'est aussi le sujet de la pièce, c'est le personnage, tout ce qu'elle dit, etc. Donc, je pense que déjà là, il y a quelque chose où on sent, que les gens sentent, ok, c'est ma vie, ça fait partie de mon quotidien. Instagram rajoute une couche aussi là-dessus. Il y a cet effet de réel qui est très fort. Et aussi, mais après aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui désarçonne dans le spectacle, c'est qu'on n'utilise pas du tout Instagram. On l'utilise à contre-emploi. C'est-à-dire que normalement, quand même, sur Instagram, les gens montrent leur meilleure vie, etc. Là, nous, on en fait un espace de fiction et où notre personnage, elle va raconter combien sa vie est horrible, elle va se filmer vraiment depuis des angles les moins flatteurs. Donc c'est l'inverse que tout ce que les gens font sur Instagram. C'est un peu un endroit, du coup aussi, c'est ça que permet le théâtre ou une démarche artistique, où là, notre démarche, en tout cas artistique, elle va à l'encontre de ce que promeut Instagram ou de ce qu'encourage Instagram. Enfin, le spectacle dérange aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent mais qu'est-ce qu'elles font? Elles ont rien compris à Instagram. C'est quoi? C'est gênant. Ça, c'est un retour qu'on a énormément. C'est gênant, c'est malaisant. Cet endroit de gêne. Bon, après, moi, que je travaille tout le temps assez souvent dans les spectacles et que j'aime bien, mais du coup, qui est hyper inhabituel sur un réseau social comme Instagram. Je pense que quand on est dans la salle de spectacle, en tout cas, on peut avoir du coup cette distance critique sur le médium, sur Instagram, on le voit de l'extérieur. Quand on le voit chez soi, on est dedans. C'est la proximité d'Instagram, mais qui est exacerbée par le jeu d'Elena, par le récit, par toute cette fiction. Et du coup, qui fait une sorte qui crée voilà une perturbation, je pense, pour les gens qui sont habitués voilà, au contenu d'Instagram. Ce qu'on a fait, c'était quand même assez expérimental parce qu'à ma connaissance, il y a personne avant nous qui a fait un spectacle comme ça en live sur Instagram où l'adresse est réellement les spectateurs d'Instagram. Et puis aussi que nous, on travaille avec des outils du théâtre qui sont notamment dans les relations publiques, qui sont super. Mais moi-même, je ne suis pas community manageuse, j'y connais rien. La plupart des personnes dans les relations publiques des théâtres ou à la communication aussi n'y connaissent pas grand-chose. Donc, il y avait un peu un frein pour moi là-dessus où j'avais envie que le compte tourne énormément. Voilà, toutes les stratégies de quand publier, comment ou je sais pas quoi. Enfin, ça, on l'a pas fait. Donc, il y a eu un peu. Et puis aussi de réfléchir à comment on travaille la presse, par exemple. Pas seulement penser aux grands médias traditionnels auxquels on pense quand on crée un spectacle, type Le Monde, Libération, etc.
mais penser à des médias plus, voilà, plus réseaux sociaux, plus Instagram, des médias sur Instagram et puis même des influenceurs, tout ça. Mais du coup, c'est vrai que pour approcher ces personnes, c'est très différent. Comme tout est monétisé, comment on fait? Ça, c'était vraiment des questions qu'on a eues au moment de la création. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, je pense que j'aurais anticipé un peu plus ces questions-là en amont de la création et puis j'aurais, je pense, choisi quelqu'un dans mon équipe pour penser ces questions avec moi, en fait. Puis après, il y a tous les soucis de la censure parce que, en fait, c'est un espace assez étrange. C'est un espace, qui apparaît comme un espace public puisque tout le monde peut y aller. Mais voilà, on n'a pas le droit de faire, tout un tas de choses et puis les règles, elles changent. Donc par rapport à la nudité, par rapport à la violence ou à l'utilisation de musique aussi, où c'est différent que dans un spectacle normal. Puis en fait, on est repéré par un algorithme, on est signalé, c'est un système assez opaque. Donc c'est vrai que ça rajoute une dose de complexité supplémentaire et où on est dans un espace, voilà, qui est pas du tout neutre. Alors c'est intéressant parce que nous, ça fait partie de la fiction, c'est-à-dire que, voilà, la fille, elle est vraiment sur Instagram, le média est cité dans le spectacle, donc mais il n'empêche que là, dernièrement, quand on a joué à Marseille, on a été censurés, 30 secondes avant la fin. On n'a pas trop compris pourquoi, ça, c'est compliqué. Même d'un point de vue légal, on est dans une zone, qui est, grise. Ce qui nous intéressait particulièrement avec, l'intervention, de Marion Sieffert, c'est que, non seulement elle fait un peu, le lien, cette intervention, avec ce dont on parlait avec Martial Poisson tout à l'heure, c'est-à-dire comment investir un outil comme celui d'Instagram et devoir jouer et composer contre ces codes, contre son propre fonctionnement. Parce qu'il y a la question de la censure, il y a la question, des droits d'auteur, il y a la question de la diffusion, il y a la question de la nudité et cetera, qui sont autant de questions qui peuvent constituer des freins à la création dès lors qu'on utilise, ces outils. Et malheureusement, on n'a pas le temps de diffuser, l'intégralité de son intervention, mais quand, elle évoque, la suite, la continuité de son parcours, créatif et notamment son jeu avec ces différents outils, elle dit que l'une des choses qui l'intéresserait peut-être, c'est de continuer à jouer avec Instagram, mais justement, cette fois de jouer en meilleure connaissance des contraintes de cet outil et donc de se poser la question dans son processus de création, peut-être de savoir comment les contourner ou comment jouer avec. Donc j'espère de tout mon cœur qu'on pourra, reprendre cette discussion avec, Marion Sieffert qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui et qu'on pourra, creuser, sur cette question des, réseaux sociaux et de l'utilisation de ces outils, malgré les freins qui peuvent parfois constituer à la création artistique. Je vous propose qu'on continue notre tour de table avec Thomas Joly, qui est avec nous, qui est donc, notamment le directeur du Quai d'Angers et qui va participer, enfin qui va partager, son retour d'expérience sur, plusieurs de ses créations. Je crois qu'il va nous présenter, à la fois, sa création autour de Henri VI, Richard III et plus récemment Thieste. Donc merci beaucoup Thomas Joly d'avoir répondu à notre invitation et vous avez la parole. Merci à vous. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Eh bien, bonjour à tous, à toutes. Oui, on m'a demandé de revenir sur quelques expériences qui ont été menées ces dernières années. Tout a démarré, je dirais, en 2012 avec Henri VI, pour une raison assez simple, c'est que Henri VI, c'est donc cette pièce monstrueuse, ces pièces monstrueuses de Shakespeare, qui ont donné lieu à un spectacle très long qui a duré 18 heures. Et au départ, j'ai levé beaucoup de scepticisme, notamment du monde professionnel, qui me disait mais personne ne viendra jamais voir ça, c'est beaucoup trop long, il va falloir que tu coupes dans l'œuvre pour que ce soit un peu plus calibré. Mais moi, mon objectif, c'était de ne pas du tout toucher à l'œuvre et de conserver l'exigence qui était celle de Shakespeare et de la longueur et de la densité de son œuvre. Donc, pour ne pas toucher à l'exigence, j'ai eu cette idée de développer ce que j'ai appelé maintenant une espèce d'aura, une aura magnétique autour du spectacle pour ne pas y toucher, mais créer de l'envie de le découvrir et de la curiosité. Et à ce moment-là, on a créé un tout petit spectacle qui s'appelait H6 mètres carrés et qui résumait tout Henri VI en 45 minutes sur 6 mètres carrés, qui était un petit spectacle qui tournait en décentralisation autour du gros spectacle, et qui était à la fois un objet de création, un objet de médiation, puisqu'il donnait quelques clés de compréhension de l'histoire. Hein. Je rappelle quand même qu'Henri VI, c'est le bazar de toute la guerre de 100 ans, de la guerre des Deux Roses, enfin, bon, c'est quand même des sujets un petit peu denses.
et aussi un objet de communication, puisqu'il était, comme je le disais, en périphérie du grand spectacle. Cette espèce de sainte trinité de création, médiation, communication, pour moi, elle est la plus efficiente. Et dans l'exploration qu'on avait faite avec HSM Carré d'un territoire géographique, on s'est dit pour le prochain spectacle, Richard III, qu'on allait continuer conjointement l'exploration comme ça en démocratisation du territoire géographique, mais aussi d'aborder le territoire numérique. Et avec Richard III, mais ça c'était conjoint, on a mis en place du coup plusieurs choses. Donc, un petit spectacle qui continuait à tourner aussi, une petite forme dans les appartements, mais aussi une installation à la fois plastique numérique qui s'appelait R3 mètres cubes, qui était dans un conteneur qu'on déposait ou devant les théâtres ou pareil autour des théâtres dans lesquels on jouait, qui voilà, mêlait tout un tas de dispositifs numériques à l'intérieur de cet espace dans lesquels les spectateurs rentraient et découvraient comme ça aussi quelques clés de l'histoire. On a développé un jeu vidéo avec un créateur indépendant rennais, un jeu vidéo gratuit en ligne aussi. On a, c'était à l'époque 2015 tout ça, développé aussi, mis en place les comptes Twitter des personnages. Alors ça a été assez intéressant parce que comme nous étions sur des très très longs temps de représentation avec Henri VI et Richard III, la question de la temporalité et du lien avec les spectateurs pendant le spectacle, pendant les entr'actes, ça a beaucoup joué aussi à ce moment-là. Et puis beaucoup d'actions avec, par exemple, l'école du Code, l'école 42, l'école de Condé, sur tout un projet qui s'appelait Richard 3.0, qui proposait d'installer dans le hall de l'Odéon plusieurs dispositifs numériques pour les spectateurs et notamment aussi pour les entr'actes. Toutes ces propositions-là ont été faites conjointement et adossées à des maisons. Pardon, je finis sur Thiès. Il y a eu un projet aussi sur Thiès qui avait été créé à la Cour d'honneur en 2018, où nous devions créer un autre objet, pour le coup, cette fois complètement numérique. C'était l'idée d'un spectacle en réalité virtuelle, mais le projet a été abandonné faute de moyens et aussi un peu d'un scepticisme, mais j'y reviendrai. Alors, cette aura que peut développer le numérique autour des spectacles, ça permet plusieurs choses. D'abord, ce que je disais, c'est qu'elle conserve l'exigence, mais que du coup, on permet d'accéder à ce que moi j'adore, c'est-à-dire à la fois un théâtre exigeant et populaire, c'est-à-dire que on ne touche pas au plateau, on ne touche pas à ce que veut l'auteur, l'autrice ou ce qu'on veut faire nous en termes de décision, de mise en scène, de dramaturgie, mais on développe des clés d'accès, des clés d'entrée de la curiosité, comme je disais. Il y a évidemment, grâce à tout ça, un élargissement et une diversification des publics. Le jeu vidéo, par exemple, nous a fait aller sur Twitch. À l'époque, 2015, c'était vraiment purement jeu vidéo. Donc, on a créé une communauté de spectateurs aussi. Finalement, des gamers se sont retrouvés à devenir spectateurs via cette plateforme-là à l'époque. Je me souviens qu'à l'Odéon, on avait joué cette semaine. La direction nous avait annoncé que il y avait eu 25% de jeunes spectateurs en plus dans l'Odéon, ce qui était une bonne nouvelle, à l'époque de Richard III. Donc, élargissement et diversification, évidemment, tout ça, c'est possible. Je crois aussi que ça met en valeur, finalement, le vivant, parce que dans le spectacle vivant, le mot important, c'est vivant, et que toutes ces petites possibilités, ces dispositifs numériques qu'on peut inventer ne font que exacerber, je crois, cette qualité inhérente et indispensable et unique du théâtre, d'être des vivants face à d'autres vivants, quoi qu'on en pense. C'est-à-dire que ça ne remplace pas, dans mon avis, mais ça ne fait que mettre en valeur ça, un peu comme, par exemple, on adorerait un chanteur qu'on écoute en streaming chez soi, mais évidemment qu'on a envie de le voir en concert et que l'émotion du concert, du live, elle n'est pas du tout la même que quand on est dans son salon à l'écouter et que finalement, d'ailleurs, les captations là-dessus sont assez intéressantes. Moi, j'ai vu un cercle vertueux tout à fait étonnant. Des gens découvraient la captation d'Henri VI sur Culture Box, par exemple, qui lance d'ailleurs aujourd'hui sa chaîne sur la TNT, et qui venaient ensuite voir le spectacle et qui finalement repartaient du théâtre avec le DVD. C'est-à-dire que là, on avait une espèce de boucle vertueuse assez incroyable. Et le dernier point que ça permet, à mon avis, c'est ce qu'on peut nommer la préparation ou bien le prolongement de l'expérience de spectateur. Alors, préparation, on peut croire que, par exemple, ce jeu vidéo pourrait être un gadget ou autre, mais je sais qu'il a été utilisé par de nombreux professeurs en classe pour préparer les élèves à venir voir le spectacle de façon ludique, c'est-à-dire on démarre par jouer à un jeu, il est toujours en ligne, vous pouvez toujours jouer gratuitement si vous avez envie. Voilà, c'est Richard. Je vous le confirme parce que j'ai bien perdu une petite demi-heure hier en préparant la discussion à jouer à Richard III Attaque.
Voilà, donc Voilà. surtout, on mettra le lien sur le compte rendu. N'hésitez pas à venir jouer en ligne à Richard 3 Attack. Je me suis bien marré. Bon, ben, nous aussi, on s'était bien amusé à ça, d'autant que effectivement le pitch de Richard est pas très très loin du jeu vidéo, c'est pour ça qu'on l'avait fait. Donc, préparation et prolongement. Prolongement parce que du coup, le spectacle n'est plus simplement cet endroit isolé où on vient. D'ailleurs, chaque théâtre aussi se pose la question de tout ce qui est un peu inventé dans les lieux, avant les spectacles, après les spectacles, les lieux de convivialité notamment. Donc, bref, ils sont un petit peu mis à mal en ce moment, comme les spectacles d'ailleurs. Mais le numérique permet ce prolongement-là de l'expérience, captation, etc. Alors, toutes ces initiatives ont été faites, c'était une compagnie, on était une compagnie indépendante en Normandie, adossée à des grandes maisons comme le TNB, comme l'Odéon, comme le Festival d'Avignon. Et ce que j'ai remarqué depuis que je suis devenu directeur d'un centre dramatique, puisque je le suis depuis un an maintenant, même si je dirigeais un théâtre davantage fermé-couvert, c'est que nous étions présents dans les maisons pendant quelques semaines. Et donc, la maison se mettait à travailler avec nous sur ces projets-là pendant quelques semaines. C'est tout à fait différent quand on veut copier, enfin reproduire ces possibilités-là dans une maison, maintenant que je suis à demeure. C'est-à-dire que la direction précédente n'ayant pas du tout travaillé à ces choses-là, il faut que je puisse revoir toute la configuration de la communication, de la médiation à l'intérieur du théâtre, donc de revenir sur des habitudes, des fonctionnements, des stratégies. C'est long, ça prend plus de temps finalement. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai moins de liberté maintenant que je suis dans la maison que quand j'étais indépendant en tant que compagnie. Et puis aussi, mais ça, c'est pas que dans pas que dans la maison, mais aussi un peu, ça en fait partie, mais pas que. Il y a ce qu'on pourrait appeler une forme de, je sais pas, les numérico-sceptiques, quoi. C'est-à-dire que ce serait comme le diable, comme je sais pas, la télé aurait tué le cinéma, eh bien le numérique va tuer le théâtre. Bon, moi, je crois que plus il y aura d'écrans, plus le vivant sera mis en valeur et que de toute façon, le cinéma, la télévision, Internet, YouTube n'ont pas tué le théâtre et que même le Covid, je le dis, ne va pas le tuer. Donc du coup, c'est aussi ce scepticisme-là contre lequel il faut aussi essayer de prouver. Moi, en fait, je ne suis pas convaincu de ça, je l'ai juste constaté. C'est ce que je voulais finir par dire. J'ai juste constaté que ces dispositifs numériques, avec certains qui sont plus ou moins efficients et plus ou moins pertinents, je conviens que, par exemple, les comptes Twitter des personnages étaient une espèce de petite chose qui permettait un lien pendant la représentation, mais qui ne sont pas… Voilà, je ne referai pas certainement aujourd'hui ce genre de choses. Mais en tout cas, j'ai constaté que les publics se renouvelaient, s'élargissaient. J'ai constaté que le spectacle prenait avait plus de durée de vie, c'est-à-dire que depuis chez eux, ils continuaient, il y avait où ils se préparaient, où ils continuaient. Bref, voilà, et qu'au final, moi, ce que je fais sur le plateau ne concerne pas je n'y touche pas et je développe autour ce qu'il faut pour y accéder. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, partager avec vous ce matin, et je reste avec vous pour écouter la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas Joly pour cette intervention. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs axes que vous avez développés qui je trouve, illustrent assez bien la présentation de ce matin de Bérengère Voisin et d'Aurélie Mouton-Rézouc. Et on est très intéressé à l'idée d'essayer de monter un dialogue, ou en tout cas peut-être une petite rencontre entre Bérengère Voisin et Aurélie Mouton-Rézouc qui nous ont présenté théoriquement l'expérience spectaculaire augmentée avec un état des lieux donc théorique des possibles, et on aimerait beaucoup créer un dialogue où on pourrait mettre chercheurs et artistes en relation pour que toutes ces pistes théoriques explorées notamment par Bérengère Voisin, Aurélie Mouton-Rézouc puissent trouver une illustration dans le retour d'expérience, donc le vôtre Thomas Joly et puis celui de Benjamin Lazare à qui je vais passer la parole et qui va revenir sur plusieurs expériences de création théâtrale numérique et qui, mine de rien, balayent ces 10 dernières années, depuis Au Web ce soir jusqu'à ces créations plus récentes. Donc merci beaucoup Benjamin d'avoir accepté notre invitation pour, Merci à vous. pour revenir sur ces différentes expériences que vous avez intitulées Cadre de caméra et cadre de scène, transposer l'instant unique. Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Dans cette présentation, je mets de côté donc les captations de spectacles
faite notamment avec Corentin Lecomte, le réalisateur depuis 2013. Et je ne parlerai pas non plus des contenus numériques complémentaires autour des spectacles, comme on en a eu des exemples très intéressants jusqu'ici, pour me concentrer donc sur des créations qui n'auraient pas existé en dehors de leur support numérique, des créations à la frontière du théâtre et du cinéma, où le fond, la forme et le support de transmission sont pensés ensemble depuis le début du projet. Donc voilà, comme vous voyez qui vient de s'afficher, l'expérience fondatrice pour moi de Au Web ce soir, Ursule 1.1, qui a été créée en avril 2010 dans le cadre de mon association artistique à la Scène nationale de Quimper, dirigée alors par Franck Becker. Et Franck Becker a d'ailleurs déjà présenté cette création au TMN Lab en 2014. Donc à la fin des années 2000, le phénomène des vidéos faites par des particuliers lançant leurs messages dans l'océan Internet, notamment sur YouTube, créé en 2005, en était dans sa première décennie de développement. Le terme YouTuber n'existait pas encore, Instagram n'existait pas. Et il m'a semblé que la webcam, dans son archaïsme de caméra fixe ouverte sur un intérieur, était une sorte de théâtre minimaliste. Et en arrivant à Quimper en 2009, il y avait une enveloppe de production non utilisée, qui a été très utile pour ça, un très dynamique responsable informatique, et dans la ville, une société de streaming qui produisait notamment des cyberfest-noz, permettant chaque année à la diaspora bretonne de se donner virtuellement le petit doigt à travers le monde entier. Et donc, on a pu créer comme ça l'événement Au Web ce soir, qui est un clin d'œil à l'émission de télévision Au Théâtre ce soir. Donc, de la pratique des vidéos YouTube, j'ai gardé l'idée d'un personnage présenté comme réel, avec des interviews préalables, des tracts, une communication qui annonçait qu'une certaine Ursule donnait rendez-vous aux internautes tel jour d'avril 2010. S'adressant souvent directement à la caméra, Ursule, interprétée par Claire Le Filiâtre, espérait, en racontant l'histoire de Sainte Ursule, issue de la légende dorée, susciter à son tour, grâce à la toile, un grand rassemblement de 11 000 vierges, dans un but laissé mystérieux. Alors, Ursule 1.1 était une forme de théâtre musical, avec un texte et une composition originale. Il y avait au plateau 5 chanteurs professionnels, un pianiste et également un chœur amateur d'une maison pour tous, avec qui le compositeur Morgane Jourdain et moi-même avions travaillé de septembre à avril. La caméra était fixe. La référence était la caméra de Méliès, qui elle aussi était fixe, le cinéma étant au départ pour Méliès une sorte d'extension de son théâtre de magie, Boulevard des Italiens. Le cadre de scène se confondait donc avec le cadre de caméra, et les mouvements des acteurs et des décors créaient la dynamique, avec notamment des jeux d'échelle, comme vous le voyez sur l'image en bas à droite, où un bateau miniature passait au premier plan, pendant que Ursule et ses vierges glissaient sur un praticable tiré en fond de scène et rencontraient un ange situé entre les deux, pour jouer de ce jeu d'échelle. Donc tout ce spectacle s'est fait en direct, sans repentir possible, et pour une unique représentation de 50 minutes. Et je dois dire que la qualité de concentration de l'équipe artistique et technique avant le début du spectacle est l'une des plus fortes que j'ai pu éprouver sur un plateau. Il n'y avait pas de public dans le studio, trop petit pour ça, mais un écran avait été disposé dans le hall du théâtre pour permettre à des spectateurs de se réunir. Et on a eu aussi plusieurs retours d'une pratique conviviale de visionnage en privé, d'attroupement spontané dans un bar autour d'un ordinateur, c'était encore un événement peu commun, et de nombreux commentaires de spectateurs, notamment des jeunes parents qui pouvaient ainsi revenir au théâtre d'une certaine manière. Il y a eu plus de 5000 connexions en direct dans 15 pays. Toutefois, même si ça a suscité beaucoup d'intérêt, une nouvelle édition n'a pas vu le jour, notamment à cause de l'hybridité un peu inclassable de la proposition et de l'absence de recettes. Et d'une façon générale, voilà, ça ne rentrait dans aucune case de production préexistante. Et il a fallu la situation de 2020 pour qu'une forme équivalente soit possible et trouve sa force de production. Ce qui a été filmé en décembre au Théâtre du Châtelet. Il s'agit de l'opéra Actéon de Charpentier. On peut passer sur l'image suivante.
Voilà. Donc cette fois, c'était avec une trentaine d'artistes professionnels au plateau, des chanteurs solistes, un chœur, des instrumentistes de l'ensemble Les Cris de Paris, dirigé par Geoffroy Jourdain, ainsi que la comédienne Judith Chemla. Le spectacle a en commun avec Ursule Un Point d'être pensé pour la caméra en un plan séquence. Alors, il devait être donné en direct et en public, mais nous avons changé un peu la forme suite à la fermeture des théâtres et aussi au choix de programmation d'Arte. Mais nous avons conservé le principe de la réalisation en un plan séquence sans interruption et sans repentir. Alors, cette fois, la caméra n'est pas fixe. Il y a deux caméras, une à l'épaule et l'autre est une grue télescopique permettant des mouvements très variés. Là encore, la forme et le fond sont pensés d'un même mouvement. En l'occurrence, le regard désirant d'Actéon face à Diane se confond avec le regard du spectateur par des jeux de passage entre caméra objective et caméra subjective, la caméra désirante étant le désir d'Actéon. L'un des intérêts de cette forme est qu'elle pousse chaque corps de métier, preneur de son, images, artistes, techniciens au plateau, à un même endroit de responsabilité, de virtuosité aussi, qui transpose l'instant unique du théâtre dans une création qui se situe vraiment à la frontière du théâtre et du cinéma. Actéon donc passera sur le site d'Arte, notamment à la mi-février. Et maintenant, je vous présente rapidement quelques images des visionnaires. Voilà, je vous présente ça afin de montrer qu'un même principe peut aboutir à des tailles de production et des projets très différents, mais tout de même à chaque fois avec un vrai engagement financier des structures pour aboutir à un résultat de qualité, même si c'est des budgets très différents. Il y a un vrai engagement à chaque fois. Et là, donc, à la Comédie de Saint-Étienne, c'était un atelier donné à l'école de la Comédie de Saint-Étienne. Et voyant que les lieux n'allaient pas réouvrir, on a créé un partenariat avec une école de cinéma, la Cinéfabrique à Lyon, pour convertir la semaine de présentation au public en semaine de création vidéo, pour aboutir à une version filmée en direct sur le site de la Comédie, qui a été présentée donc en direct le 20 janvier dernier et qui est encore en ligne. Voilà pour ces quelques exemples de création théâtrale numérique. Merci beaucoup, Benjamin. Effectivement, les visionnaires sont encore en ligne sur le site de la Comédie, vous pouvez les visionner. Ce que je trouve très intéressant dans ce dernier exemple, c'est notamment la question du partenariat que vous avez noué avec la Cinéfabrique de Lyon. On pourra y revenir dans le cadre de la discussion. Et avant, je propose qu'on passe la parole à Arthur Nosiciel, qui lui aussi va évoquer une création. Est-ce qu'on peut d'ailleurs pas parler de recréation pour Zoom de Splendide, et puis du développement des contenus numériques par le Théâtre national de Bretagne, dont Arthur Nosiciel est directeur. Merci beaucoup Arthur Nosiciel d'être avec nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je sais pas, il reste un petit peu de temps ou... On a 5 minutes, hein, on a 5-6 minutes pour que vous... Alors, je vais essayer de faire ça en 5 minutes. Ouais, ça me paraît pas possible. Je vais voir comment... Mais Non, ça va. On a encore une demi-heure sur cette session, donc prenez vos 10 minutes. Voilà, et après, on aura encore le temps d'échanger. Vous inquiétez pas. Si on voit que le moment approche, on vous prévient. Allez-y. Et je vous remercie, parce que sinon, il fallait choisir un petit peu entre les deux casquettes. Là, c'est compliqué, mais tout est un peu lié. Je vais partir, avant de parler de Splendide, je voudrais parler justement du TNB et de la situation, par exemple, que Thomas pointait, que effectivement dans les théâtres, il n'y avait pas forcément une grande habitude de travailler avec ces outils, que la question du numérique et d'investir ces territoires est très présente chez tout le monde depuis longtemps, mais que dans le fond, ou la nécessité, ou le contexte, ou le temps simplement nous permettait peut-être pas forcément de trouver les projets ou l'angle d'attaque. Nous, ça a vraiment commencé au moment du premier confinement, et donc je vais revenir un peu sur 3 périodes qu'on a traversées, qui ont fini par définir un petit peu là où on en est au TNB. C'est les trois confinements en fait, les 3 périodes
pour nous de confinement, puisque la question d'un théâtre vide et inactif, quand même, vient nous questionner assez fortement sur notre rôle, notre nécessité, notre place, pas à un niveau national, mais simplement à un niveau local. C'est quoi un théâtre dans une ville comme Rennes qui est fermée, et quelle est en fait notre place, et surtout quel est le lien qu'on veut maintenir ou transformer avec le public. Et donc, dans un premier temps, toutes nos réflexions, elles ont été par rapport à ça, c'est-à-dire comment continuer un lien et perdurer un lien avec le public, sachant que à mon arrivée, on avait très envie de développer un projet. D'y aller très rapidement, le TNB est un lieu assez singulier dans l'ensemble des centres dramatiques, dont il est un des plus importants en termes surtout de mission, puisque par rapport à d'autres centres dramatiques qui sont consacrés au théâtre, le TNB a aussi des missions en danse, en production, création en danse, peut accueillir de la musique, et puis il y a 2 salles de cinéma d'art et d'essai, un festival important et une école supérieure nationale d'art dramatique. Donc ça en fait un dispositif plus qu'un théâtre, enfin je le vois plus comme un dispositif qui vient croiser les disciplines, d'une part, qui est un lieu de transmission d'autre part, puisque avoir une école en son sein, c'est pas anodin. Et que la question de la transmission, elle est très importante pour moi, et que par ailleurs, il y a quelque chose qu'on a voulu essayer à travers, d'une part, la présence de 16 artistes associés dans différentes disciplines, mais aussi d'un historien et chercheur associé qui est Patrick Boucheron. C'est-à-dire de raconter comment le théâtre n'est pas qu'un lieu de spectacle, de monstration, mais aussi un endroit de réflexion, de débat, de rencontre, où on essaye d'être intelligent à plusieurs, et où vient chercher des clés, pas forcément de compréhension du monde, mais en tout cas d'entendre des choses qui vont nous déplacer dans nos territoires imaginaires et sensibles. Et donc, on s'est aperçu, puisque sur une saison, on va avoir à peu près 20 000 spectateurs qui vont assister à tout ce qui est de l'ordre des rencontres, tout ce qui va être la partie peut-être la moins visible et au-delà des spectacles. Donc 20 000 spectateurs, c'est quand même pas neutre non plus. Et on s'est dit, mais il y a donc un lien qui doit se construire différemment avec tous les gens qui aiment venir au TNB, pas juste pour voir des spectacles, d'une part, et puis aussi parce qu'un travail de longue haleine, avant mon arrivée, puis qui a perduré là, a toujours été mené par l'ensemble de l'équipe des relations publiques en direction de publics plus précaires, défavorisés, fragilisés, différentes associations pour qui voilà, c'est important que ces gens viennent au théâtre et qu'ils aient accès au spectacle qu'on veut leur faire découvrir. Mais donc, c'est effectivement les premiers avec lesquels il était facile de couper le lien, j'ai envie de dire. Et que donc, nous, notre première réaction a forcément été de se poser la question, comme tout le monde, des captations. Alors, je rejoins Thomas sur le cercle vertueux des captations, mais en revanche, au moment du premier confinement, j'y crois pas du tout, et j'ai pas du tout envie, moi, de mettre mes spectacles en ligne. Je pense que tout le monde était en état de sidération avec ce qui se passait, que les gens travaillent, étaient en télétravail, il y avait les enfants à la maison, faisaient l'école à la maison. Enfin, d'un seul coup, il y avait un changement de vie énorme, et je ne voyais pas comment les gens allaient s'installer 3 heures devant un ordinateur pour regarder un spectacle. Je pense que la captation a des vraies vertus en termes d'archives, et puis aujourd'hui, je découvre qu'elle a un intérêt en termes de rendez-vous surtout. Voilà. Et donc, dans le contexte aussi, il nous semblait important de privilégier le son. Et parce que le son nous permet de faire d'autres choses en même temps, et que les podcasts, et de rendre compte via les podcasts de tout ce qu'on avait déjà produit avec Patrick Boucheron, Joël Gaillot, autour des pensées féministes, ou le cycle Rencontrer l'histoire de Patrick Boucheron était un premier geste qui s'est accompagné en même temps d'un TNB solidaire, puisqu'on a voulu d'abord utiliser le numérique pour se faire l'écho, la plateforme de tout ce qui pouvait s'inventer à ce moment-là à Rennes en termes de solidarité. À la fois de la distribution de repas à la fabrication de masques. Enfin, c'est vraiment le champ qu'on a voulu investir au départ. Ensuite, évidemment, passé 15 jours, 3 semaines, 1 mois, les choses on commence un petit peu à comprendre ce qui se passe. Et là, afin de répondre à l'attente qui me semblait juste à ce moment-là, qui était quand même une période, on l'oublie peut-être, mais il y a 1 an, on était quand même très anxieux, très angoissé. On était vraiment dans l'inconnu, les frontières étaient fermées. Et moi, j'avais plus le sentiment d'être confiné parce que les frontières étaient fermées, que parce que que je passais mes journées dans la petite cellule Zoom de la fenêtre de mon ordinateur de l'appartement. Et ça m'a amené à 2 choses qui ont été très importantes ensuite. Ça a été d'une part de créer l'histoire mondiale de la France
70 dates issues du livre coordonné par Patrick Boucheron, avec des acteurs, actrices, artistes proches qui auraient dû être dans la saison du TNB ou qui devaient l'être. Et donc, en commençant par les distributions des spectacles qui auraient dû tourner, que ce soit la Dame aux Camélias, la collection, différents spectacles comme ça, jusqu'à terminer avec des camarades comme Jeanne Balibar, Isabelle Huppert, Lina Coudry. Donc, ça a été 70 dates de l'histoire mondiale de la France, qui est un ouvrage quand même assez pointu, mais qui essaie de nous resituer dans le temps et l'espace. Et je pense que ça répondait vraiment à une attente à ce moment-là, l'inquiétude dans laquelle on était. Mais il faut savoir que ça a été plus de 40 000 écoutes. Donc, ça nous a quand même beaucoup encouragés dans cette direction. Parallèlement, et je parle des frontières fermées, c'est là qu'a commencé l'expérience de Zoom, Splendids, puisque avec certains acteurs, on pointait quand même que d'une part, la situation que certains parmi nous vivaient était très proche de celle qu'il y avait dans la pièce, puisque ça raconte des gangsters enfermés dans un hôtel, confinés, enfermés, avec la peur de ce qui se passe à l'extérieur, recevant des informations venant de l'extérieur à l'intérieur. Bon, il y avait des parallèles comme ça, mais surtout aussi ce besoin qui était comme celui que j'avais éprouvé par rapport à l'histoire mondiale de la France, qui était en fait de prendre conscience de l'horreur et de la difficulté que vivaient, contrairement à nous. Je ne dis pas que nous, ce n'était pas difficile, mais ce qui se passait aux États-Unis à ce moment-là était tragique. Et en l'occurrence, pour des acteurs qui, du jour au lendemain, avaient perdu leur travail, sans indemnisation, sans chômage, sans sécurité sociale. Donc, le désastre continue, puisque les théâtres sont fermés au moins 2 ans là-bas, que moi, la plupart des acteurs avec qui j'ai travaillé font complètement autre chose, ont dû quitter New York, ont dû quitter San Francisco où ils habitaient. Il faut voir que en France, on a quand même eu des soutiens et on a toujours des soutiens qui permettent, même dans l'inconfort ou parfois le mépris dans lequel on peut se sentir tenu, nous permet quand même de continuer à travailler. Et donc, cette situation des acteurs américains, de nos retrouvailles sur un spectacle qu'on avait créé donc en anglais avec des acteurs français et américains, fait que de manière hebdomadaire, en fait, juste parce que ça nous tenait, ça les tenait vraiment, il y avait quelque chose d'une nécessité à se retrouver, prendre des nouvelles des uns des autres et puis partager un temps de travail. On s'est mis comme ça à relire Splendids et à en découvrir les résonances et les échos, ce qui nous a donné pendant les 2 mois du premier confinement l'envie toutes les semaines de répéter et de voir comment on allait adapter un spectacle pour cet outil. Et donc, de semaine en semaine, on voyait comment contrarier l'outil qu'on est en train d'utiliser en ce moment pour en faire, en fait, un banc de montage live, quelque chose qui nous permet, en réalité, si on arrive à le faire fonctionner, à créer du chant contre chant, à sortir de ce qu'on a là, c'est-à-dire celui qui parle et celui qui est vu, à créer donc des plans d'écoute, c'est-à-dire faire du vrai montage en live. On a travaillé aussi avec mes techniciens son, avec mes copains surtitreurs pour essayer de voir comment, puisque le spectacle est en anglais, comment on allait utiliser Zoom comme plateforme pour en fait réaliser un objet, quel être un objet artistique, ni théâtre ni cinéma, mais purement Zoom. En utilisant les différentes options que cet outil permet en jouant un spectacle, donc avec les acteurs divisés dans des cases. Mais ce que ça avait de très bouleversant, c'était que tous ces gens étaient dans des pays et dans des villes différentes, c'est-à-dire que on donnait l'illusion et on créait l'illusion de gens tous coincés ensemble dans le même hôtel, à des endroits différents de l'hôtel, alors qu'en réalité, ils étaient à Los Angeles, New York, Atlanta, Paris. Donc, il y avait quelque chose aussi de très émouvant là-dessus. Et en tout cas, le projet est né comme ça. Je dirais que la deuxième étape pour nous était la période de fermeture et de confinement en novembre, puisqu'on a dû annuler le festival, c'est-à-dire 35 spectacles annulés. Ça a été quand même une catastrophe pour beaucoup d'entre nous et d'artistes, mais tout ce qu'on a pu faire, et là je vais très vite, mais beaucoup de choses ont commencé à se mettre en place à travers ce premier confinement, en tout cas sur le numérique et nos contenus. Et donc, à travers les podcasts. Et donc, le premier festival est devenu ce qu'on appelait un festival fantôme. C'est comme dans les librairies ou dans les bibliothèques, je veux dire, vous savez, quand on emprunte un livre, on laisse une fiche à la place du livre qui s'appelle un fantôme. Et en fait, le festival est devenu l'expression de ça, c'est-à-dire l'ensemble des créations, de ce qui aurait dû avoir lieu dans le festival
à trouver sa projection spectrale dans le numérique à travers des capsules vidéo, des textes, à travers des images, des processus de création. Et c'est là qu'on a compris qu'on allait, entre ces deux périodes, en tout cas pendant l'été, qu'il allait falloir s'autonomiser. On comprenait aussi que ça durerait et qu'il fallait qu'on développe au sein du TNB des outils et des formations qui permettraient de pouvoir développer à la fois des moyens de filmer les spectacles, si on ne pouvait pas rouvrir, et puis de travailler davantage sur le numérique en faisant à la fois, en ayant la possibilité, les gens à l'intérieur de l'équipe, pour travailler sur des capsules vidéo, afin de commencer à rendre visible ce qu'on fait en général en live pour les spectateurs qui viennent, mais là ils ne peuvent pas, de rendre visible une partie très importante de notre travail qui est moins visible au-delà des spectacles, c'est-à-dire tous les processus de création, les rencontres, les ateliers de formation, l'éducation artistique et culturelle. Donc là c'est pareil, il n'y a pas de temps, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un champ extrêmement vaste. Et donc l'équipe, et pas mal de personnes au sein de l'équipe, on a refondé beaucoup une politique de relations publiques, mais par ailleurs, au sein de l'équipe, beaucoup de gens se sont formés. On a mis en place pas mal de choses en termes de matériel, de temps, d'expérience, de partage de savoir, pour pouvoir augmenter notre capacité à témoigner de ce qui se passe dans un théâtre pendant ces périodes de confinement, puisque la période novembre, décembre, et qu'on continue là, était une période active, puisqu'on pouvait continuer de travailler. Donc, on a tenté de rendre visible par ces moyens-là l'activité des artistes, des créations, des répétitions, de l'école, enfin pas mal de choses dont on a réussi à plus ou moins rendre compte à travers ce deuxième confinement. Et enfin, là, je vais sauter quelques étapes, mais dire qu'aujourd'hui, là où on en est, ça nous a permis de mettre en place quelque chose qu'on avait fait depuis longtemps, mais le temps ne nous le permettait pas. Mais du coup, fort de tout ça, on va lancer maintenant un magazine en ligne, en fait, mais vraiment avec des entrées non plus par genre, mais par média, c'est-à-dire les réécouter voir, avec l'envie de continuer de développer des liens avec le public et surtout de créer des nouveaux publics, en fait. C'est-à-dire que le numérique, sous cette forme, nous permet aussi de toucher des spectateurs qui ne sont pas forcément des gens qui viennent au TNB, des gens qui s'intéressent à des profils d'artistes qui vont suivre, puisqu'on a une douzaine d'artistes associés, donc on peut avoir envie de simplement, des gens vont suivre le travail de Fia Ménard, Vincent McCain, de Gisèle Vienne, et donc vont arriver aussi du TNB, les cycles Rencontrer l'histoire de Patrick Boucheron, les différents processus de création, tout ce qui est animé, tous les débats animés par Joël Gaillot. Donc en fait, il y a plein d'entrées possibles maintenant qui peuvent toucher des gens qui ne sont pas forcément des spectateurs du TNB. Donc pour nous, c'est une façon de partager on va dire les moments les moins visibles d'un théâtre, mais qui sont essentiels puisque ce sont les lieux qui préparent, qui accompagnent, qui forment et qui permettent de créer des liens indépendamment de la question de l'abonnement, qui permettent de créer des liens nouveaux. Voilà. Le dernier truc aussi que je pourrais dire, c'est le concours, puisqu'il y a une école et qu'il y a un concours qu'on avait beaucoup critiqué il y a 3 ans, puisqu'une partie de ce concours se fait de recrutement pour l'école du TNB, se fait en partie sur dossier et sur Internet, avec à la fois pas mal de jeux imaginaires, de photos, de vidéos à faire, des bandes-sons à faire sur Internet, et puis des auditions, on va dire avec guillemets, qui sont faites en vidéo et mises en ligne, et ce qui nous permet, nous, déjà de rencontrer de nombreux candidats avant de faire des auditions en live. On avait fait ce concours pour donner la possibilité à des jeunes éloignés ou qui n'ont pas du tout d'argent de participer à ce concours sans avoir à payer le TGV ou des inscriptions parfois très onéreuses. Il faut savoir qu'on est passé de 600 candidats habituellement au TNB à 1200 il y a 2 ans et 1600 cette année. Comme quoi, il y a quelque chose dans ce dossier, dans ce dossier numérique et ces vidéos à faire pour le concours, quelque chose qui rend compte d'une envie, déjà pour ces jeunes gens, en dehors même de la dimension, on va dire, sociale, et d'éviter de payer 1 000 € le concours, en gros. Mais ça nous permet, sur ces 1600, d'en choisir 150, et ce qui permet aussi, là, de maintenir le concours, puisque le concours est lancé, et que le problème là du confinement, etc., n'a pas d'incidence pour nous puisque le concours est lancé. Quant à Zoom Splendids,
Là, l'intérêt quand même, ça a été d'une part de faire travailler des acteurs, hein, des salariés. Enfin, tout ça est très important dans le contexte actuel. C'est un spectacle qui, je pense, avait quelque chose de très inédit puisqu'il n'était ni théâtre, ni cinéma, ni théâtre filmé, mais vraiment un autre objet. Que la dramaturgie et le travail qu'il y avait eu en amont sur le spectacle permettaient sûrement, puisque ça avait à voir avec la solitude, l'isolement, le besoin de toucher l'autre, de rencontrer l'autre. Donc, on rencontrait à la fois un contexte qui est celui d'aujourd'hui et puis celui de la pièce. Je pense que ça a fonctionné parce que c'était un rendez-vous et que les gens qui aiment le théâtre ont envie d'avoir le sentiment d'y aller presque, c'est-à-dire de se dire vendredi à 20h30, j'ai ce rendez-vous-là. Et la vertu aussi de Splendids, le fait qu'il était en anglais, qu'il était travaillé pendant 2 mois, a fait quand même qu'il a eu un certain impact. Et en l'occurrence, pour nous, en termes de public et d'ouverture à des publics différents, ça a été vu par plus de 2000 personnes, que par ailleurs, ça a été vu dans 35 pays. À des horaires différents, et ça c'était très émouvant de penser qu'il y avait des gens à 5h du matin au Japon qui assistaient en live à ce Zoom, puisque c'était pas un truc filmé qu'on montrait, c'était vraiment une expérience live, c'était du spectacle vivant. Je disais même que paradoxalement, dans le cadre du festival qui aurait dû avoir lieu au TNB, le seul spectacle live qu'on a pu jouer, qui était prévu dans la programmation, et de manière ironique, c'était celui-là. Et très intéressant aussi, pour moi c'était une vraie soirée, c'est-à-dire que c'était pas juste jouer sur Zoom le spectacle, hein, c'était aussi donner un vrai temps ensuite aux spectateurs et spectatrices d'échanger avec nous sur une rencontre qui durait à peu près 1 heure et sur laquelle restaient en moyenne 200 personnes. Donc ça, c'était très intéressant aussi que sur le chat, en utilisant cette petite cellule, comme il y a ici, hein, la petite cliquer sur converser, plus de 200 personnes restaient plus d'1 heure dans une trentaine de pays pour échanger avec nous. Donc c'était une expérience qui a été une expérience humaine, enfin, artistique très forte, et puis humaine, émotionnelle très très forte. Il y avait quelque chose de très bouleversant d'être en contact avec 200 personnes dans le monde entier qui échangeaient sur ce qu'ils venaient de voir et de recevoir à travers ce Splendids à des horaires improbables en plus. Donc voilà, j'ai un peu sauté pas mal de choses, mais voilà en très gros où en est le TNB aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette vision effectivement très complète et je trouve très intéressant ce panel que vous représentez tous parce que vous avez eu des apports très différents et des parcours très différents dans cette découverte du numérique. En tout cas, ça vient aussi confirmer ce titre qu'on a choisi, Public en ligne, public en soi, et ça interroge de la relation qu'on peut créer. Avant de passer la parole à Clément et notamment à Joël Gaillot qui pourront vous poser des questions, je notais des remarques que j'ai pu recevoir et qui montre aussi l'utilité du TMNA tel qu'on se définit. En fait, je vois que dans vos expériences, chacun, vous avez eu l'occasion de vous poser la question des compétences numériques, en fait, sur lesquelles vous appuyez pour ces différentes expérimentations, que ce soit dans les lieux que vous avez été amené à diriger ou quand vous avez programmé quelque part. Et c'est un retour qu'on a pu avoir, peut-être de s'attendre à ce qu'une équipe de com soit très, très opérationnelle sur des de numérique et puisse vous accompagner. Et nous, on défend un numérique très partagé au sein des structures. Et effectivement, ces questions d'acculturation numérique doivent être transversales pour qu'on puisse les porter ensuite et ensuite imaginer des compétences spécifiques par métier. Et on voit dans vos différentes expériences à quel point c'est important de faire ce chemin ensemble, artistes, direction, équipe de com, équipe de RP. Et aussi, c'est en faisant ce chemin ensemble qu'on peut passer la question des numérico-sceptiques, comme le disait Thomas Joly. Et en tout cas, c'est ce à quoi œuvre le TMNA, invité à faire ensemble, à se former et à progresser. Clément, je te passe la parole. Tu n'as pas de micro, Clément. Voilà, merci beaucoup Anne d'être là pour moi. Merci beaucoup à Joël Gaillot d'avoir répondu à notre invitation également. Je voudrais poser une question à Joël Gaillot sur le regard qu'elle porte sur la façon dont les artistes se saisissent du numérique et de ses usages, et à la fois dans les contraintes, les circonstances contraintes que nous connaissons liées à la crise sanitaire, mais plus largement dans la création artistique contemporaine. Je lui pose cette question avec ces deux temporalités parce que cette question de public en ligne, public en soi, elle a été posée avant la question de la crise sanitaire. Et je trouve important qu'on n'oublie pas qu'on pose cette question sur le temps long et pas seulement sur le temps de la question des circonstances particulières qu'on connaît. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup les intervenants d'avoir pu aborder à chaque fois différents types de temporalité.
voilà, merci Joël Gaillot et merci de nous rejoindre pour ouvrir cette discussion. Mais de rien, Clément, bonjour à tout le monde. En fait, c'est intéressant de la poser de cette manière-là, la question, parce que, en tout cas, de la place que j'occupe, alors là, je mets de côté la collaboration avec Arthur, Anne et le TNB de Rennes, mais de la place que j'occupe en tant que journaliste à Télérama et à Télérama Sortir, où je couvre l'actualité des spectacles sur Paris et la région. Depuis cette place-là de critique théâtre, c'est impossible de décorréler les deux temporalités. C'est-à-dire qu'en fait, tout le chemin qui est fait actuellement par les artistes, tout le chemin qui est fait par les structures vis-à-vis du déploiement sur le numérique, il est aussi accompli d'une certaine façon par les journalistes d'une presse culturelle générale qui n'est pas spécialisée dans le numérique. Donc, par exemple, nous, à Télérama Sortir, le choix a été fait depuis le début de ne jamais parler d'un spectacle qui ne soit pas visible par le public, par tout le public. Donc, on n'a qu'une solution quasiment depuis le mois de mars, c'est de parler des spectacles qui se jouent et dont on peut avoir une trace sur le numérique. Et à ceci se rajoute en plus une autre contrainte à laquelle on essaye de ne pas déroger, c'est qu'on essaye de parler de spectacles qui sont gratuits, libres d'accès. Donc, il m'arrive, moi, parce que je commence un peu à épuiser toutes les ressources du numérique, de faire de la critique de spectacle qui se trouve sur une chaîne qui s'appelle Opsis TV, qui est payante sur abonnement. Mais vraiment, je limite au maximum. Ce qui est par ailleurs curieux, parce que finalement, quand on fait de la critique de spectacle ayant lieu en salle, on parle de spectacles pour lesquels les spectateurs payent. Mais enfin bon, c'est peut-être aussi révélateur d'une posture du journal qui se dit, bon, on leur parle de spectacles sur numérique, mais on ne va pas en plus les envoyer vers des capsules qui sont payantes. Bref, cette temporalité-là, pour moi, on peut pas dissocier les deux temporalités parce que mon regard à moi sur ce qui se fait en théâtre sur numérique a été, sinon déclenché, en tout cas accéléré par la crise du Covid, par le fait qu'il n'y avait plus de moyens d'aller voir des spectacles en salle. Et le fait est que je vais assez peu voir les présentations qui sont réservées aux professionnels parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, qui me chiffonne dans le fait effectivement de faire partie d'un public coopté qui peut aller assister à ces représentations-là alors que je ne vais pas écrire. Et qu'il n'est pas sûr que j'écrive plus tard, parce que finalement, on ne sait pas ce que ces spectacles vont devenir. Ça va dépendre de la durée du confinement et de la fermeture des salles. Donc, en fait, Arthur en a un peu parlé tout à l'heure quand il a dit on a été dans un temps de sidération au premier confinement qui fait qu'on n'a pas envahi la toile avec la diffusion de captation. Enfin, on a attendu de voir. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, on remarque aujourd'hui que beaucoup de professionnels et beaucoup de directeurs de lieux envisagent différemment leur travail du premier, de l'ancien au nouveau confinement. Il y a certes des actions qui ont été mises en place entre les deux et qui donc par exemple du côté de la Comédie Française, qui a encore diversifié sa façon de s'adresser au public en ligne, mais il y a aussi des discours, et notamment le discours du Théâtre de la Ville sur les publics en ligne, qui change d'un confinement à l'autre. Donc on voit qu'il y a un travail qui est véritablement en cours de la part des structures et de la part même de la pensée ou du point de vue des directeurs de lieux. Oui, non, mais tout va très vite. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, là, le déploiement sur numérique de tout ce qui est spectacle vivant est totalement associé à la crise de la Covid. Et peut-être dans 30 ans, ça sera complètement passé dans les mœurs et on aura oublié à quel ancrage ça se raccorde. Il existait déjà une présence du spectacle vivant sur le numérique. Moi, je me souviens, il y a à peu près 10 ans, avoir regardé le spectacle de Benjamin qu'il donnait avec sa webcam. C'était assez compliqué parce que la réception n'était pas forcément idéale, mais je faisais partie des spectateurs qui étaient devant la représentation en live, Benjamin. Et j'étais loin de me douter à l'époque que cette expérience allait pouvoir sans doute se généraliser, se déployer, s'accroître et se perfectionner. Moi, je regarde d'un œil très intéressé tout ce qui est en train de se passer. Je trouve qu'il y a des résistances qui se manifestent encore, comme disait Thomas tout à l'heure, des climato-sceptiques, des numérico-sceptiques, que je comprends. Ça renvoie un peu à ce que Laurent Terziel disait quand il parlait du privé et du public. Il disait c'est pas ceci et ou cela, c'est ceci et cela. Et je pense qu'il faut penser le déploiement des spectacles sur numérique
pas comme étant l'ennemi ou le diable et pas comme étant le fossoyeur du théâtre en présence. On sait bien que le théâtre va survivre. Il faut le penser comme étant une extension, une variation, une complémentarité et que cette complémentarité, elle présente beaucoup d'avantages. Arthur le disait avec le Zoom qu'il a fait avec Splendide, enfin la création de Splendide, il a touché un nombre de personnes que sans doute en salle il n'aurait pas touché. Il faut regarder le succès de la comédie française qui est quand même phénoménal, tout le succès de ces opérations qui sont, à partir du moment où elles sont faites avec soin, où elles sont faites sérieusement, c'est pas forcément que ça réclame énormément de moyens. Je suis pas convaincue que le Splendide par Zoom ait nécessité un maximum de moyens financiers. Il a nécessité du travail préalable, de la présence des acteurs et les moyens technologiques. Mais est-ce que forcément il faut avoir des moyens financiers, technologiques, techniques ultra sophistiqués? C'est pas évident. On peut peut-être passer par ailleurs, mais il y a toute une ouverture qui se crée à travers les représentations par numérique, ce que Thomas a pu faire quand il a créé ses R3D. Thomas, Richard plus R3 mètres cubes, c'est ça? R3 mètres cubes. Et puis c'est effectivement derrière, pour moi, la question de la démocratisation. Quels sont les publics qui vont être conquis, qui seront peut-être pas forcément des publics qui vont venir en salle, mais est-ce que pour autant ça va enlever du public en salle? Non, ça sera un autre public. Est-ce qu'il ne faut pas travailler à construire ce public-là? Vous avez parlé ce matin, je crois, de l'augmentation des seniors sur la toile. C'est intéressant de savoir que les seniors, c'est pas seulement les jeunes, les seniors se greffent sur la toile pour regarder ce qui se passe. Thiago Rodriguez me disait que quand il a fait le choix de mettre en ligne tous ces spectacles pendant le premier confinement, tout à coup se sont ralliés au théâtre de Lisbonne des spectateurs qui n'y mettent plus les pieds. C'est soit des spectateurs âgés, soit des spectateurs qui habitaient au fin fond des provinces et qui ne pouvaient pas venir au théâtre. Et puis on voit apparaître des initiatives qui sont extrêmement excitantes, qui sont très enthousiasmantes. Effectivement, ce que Arthur a pu faire, effectivement, ce que Thomas, ce que Marion s'y faire, ce que des artistes tout seuls dans leur cuisine peuvent fabriquer. Julie-Marie Parmentier, elle fait un petit théâtre depuis chez elle. Thomas Poitvin, il opère une percée sur Internet grâce à ses perruques, ces clips perruques qui sont formidables. Et puis on partagera le compte Instagram Les Perruques de Thomas également sur le compte rendu. Donc il y a des choses qui se passent et qui sont en train de dire que il y avait un iceberg qui existait sur Internet de captation numérique. Moi, j'en suis la preuve vivante. J'en suis à peu près à ma 100e critique de spectacle qu'on peut voir sur numérique. Et là, on parle évidemment de captation à plat, sans aucun moyen, filmé de très loin, presque des captations de travail. Il y a un nombre de spectacles, vous n'imaginez pas le nombre de spectacles qui sont actuellement en ligne sur YouTube ou sur les réseaux. Maintenant, le pas qui est en train d'être passé, c'est le pas de comment on fait ces captations, c'est-à-dire de quelle manière on se sert du numérique pour servir la représentation, de quelle manière le numérique peut devenir aussi un sujet artistique en soi, et comment la greffe va opérer. Et je pense qu'on est au début d'un chemin, que les réticences et les résistances qui ont pu se manifester à travers certaines tribunes, moi, elles me font un peu penser aux résistances qu'il y a pu y avoir quand la vidéo est entrée sur les scènes de théâtre, quand la performance est entrée sur les scènes de théâtre, quand le nu est entré sur les scènes de théâtre, où des gens ont dit ça va tuer le théâtre, c'est pas ça le théâtre. Bon, mais c'est quoi le théâtre? Le jour où quelqu'un pourra donner une définition large et universelle, je veux bien qu'il m'appelle, mais je pense qu'il y a une réticence de cet ordre-là. L'arrivée du numérique, qui n'est pas la totalité, mais qui est un chemin, elle est à saluer, elle est à regarder avec beaucoup d'intérêt, elle est à réguler, évidemment, parce que la toile, c'est une jungle. Et par exemple, les gens du cinéma disent qu'un film qui est diffusé sur Netflix ou sur d'autres plateformes type, enfin je les connais pas toutes, Canal et compagnie, ce sont des films qui sont nivelés. Il n'y a pas de hiérarchisation, il n'y a pas de médiation. Vous parliez beaucoup de médiation ce matin. Il n'y a pas de médiation, donc tout est livré sur un plan égal. Donc il faudra peut-être effectivement quelque chose qui s'architecture sur la toile et qui permette
de savoir où on va, où on met les pieds et pourquoi on va là et pas ailleurs, et de quelle manière on accompagne l'accès jusqu'à l'œuvre elle-même. Il y a une chaîne qui est en train de se créer, qui est Culture Box, qui est une chaîne malheureusement qui est qualifiée d'éphémère, ce qui veut dire qu'elle va être visiblement supprimée à la fin. Moi, je le regrette. Je ne comprends pas pourquoi cette chaîne, ils ne décident pas de l'inscrire dans la pérennité. C'est une chaîne qui aura sa raison d'être, avec ou sans Covid. Il suffit de l'imposer. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire, en gros, je suis très... je trouve que ça serait dommage de passer à côté de ce qui se passe, et ça serait dommage aussi de continuer à le considérer comme un pis-aller ou comme une voie de garage, ou vraiment comme le truc qu'on fait parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Je pense qu'il faut le prendre. Il ne faut pas être plié par le numérique, il faut le plier à sa main, il faut régler la question des droits d'auteur qui est... Faut se l'approprier, et il faut se l'approprier suffisamment intelligent pour être capable d'en créer à notre tour nos propres règles. Et je vous remercie beaucoup, Joël Gaillot, d'ouvrir la discussion là-dessus, parce que cette urgence, entre guillemets, de ne pas manquer ce rendez-vous contraint par l'urgence sanitaire, c'est aussi la raison d'être de ce type de rendez-vous. C'est-à-dire, même au cœur du cyclone, de prendre le temps de se poser des questions, de faire parler différents artistes qui ont différentes expériences de ce numérique, et de pouvoir, nous, en tant que professionnels en poste dans des institutions, pour la majorité en tout cas des spectateurs de séminaires, de pouvoir prendre cette acculturation au rythme des publics et des nouveaux usages de ces publics. Ce qui m'a fait rire, c'est que quand vous expliquiez que on réagit face au numérique en ce moment comme on a réagi par rapport à la performance ou par rapport aux vidéos sur scène, ça me fait notamment penser à ma discussion avec Marine Brutti, discussion préparatoire à ce séminaire, où elle me dit jamais 10 heures n'a empêché personne d'aller au concert. Bon, évidemment, il y a le sens de la formule, mais derrière, il y a quand même une réalité assez intéressante. Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière sur les interventions des artistes, moi, je voulais vous poser une question pour cette discussion. Comment est-ce que vous composez entre votre pratique du numérique en tant qu'artiste et la pratique numérique des théâtres eux-mêmes? C'est-à-dire, comment est-ce que vous envisagez le numérique dans votre parcours de création, dans votre chemin de création, et comment est-ce que vous la vivez en tant que directeur de lieu ou lorsque vous travaillez avec un lieu? C'est-à-dire comment, je suis pas sûr de comprendre, c'est-à-dire comment on articule quoi? C'est-à-dire, est-ce que C'est vous un pouvez peu la développer? question, que posait notamment Marion Sieffert dans la courte interview, c'est de dire qu'elle, elle monte un spectacle sur Instagram, et elle attend peut-être d'une part des institutions avec lesquelles elle travaille, de pouvoir l'accompagner dans la médiation, la communication autour de cet outil. Et donc, comment est-ce que les institutions, en termes de compétences, peuvent rencontrer les besoins ou les ambitions des artistes dans leur chemin de création avec ces outils numériques? Ben, enfin, je me permets 2 minutes. D'abord, à partir du moment où c'est une création, elle est considérée comme n'importe quelle création, c'est-à-dire c'est juste des outils différents, mais c'est des besoins et des outils différents, mais ça s'accompagne de la même façon. Enfin, nous, en l'occurrence, on travaille avec Marion puisqu'on présente aussi et qu'on est impliqué Mmh. dans Jeanne d'Arc. Donc, c'est comme n'importe quelle création. Et puis, un projet comme Splendid, par exemple, peut être amené, avec plein de guillemets, à tourner, c'est-à-dire à être proposé à des lieux, à des théâtres. On est dans des modes de production aussi. Enfin, Joël parlait de la question du moyen. Là, quand même, les acteurs sont payés, les techniciens sont payés. On est dans quelque chose euh, qui est comme une production normale, j'ai envie de dire. Maintenant, si un artiste vient avec un projet numérique, c'est quel est son lien entre le projet numérique, le lien avec le spectacle vivant, le rapport qu'il peut avoir avec nous, la pertinence qu'on va avoir de l'accompagner. Mais après, la question du public, elle se pose sur toutes les créations aussi. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas avec une base de public et on fait du remplissage. Enfin, on pourrait, mais ce qui est intéressant, c'est quand même aussi de faciliter ou d'organiser la rencontre entre des artistes, des projets et un public qui pourrait les découvrir et les accompagner. C'est-à-dire, nous, on a envie de créer qu'on a envie que tout le monde voit tout, mais on a aussi envie que des gens découvrent les artistes ou des artistes puissent construire le public qui va les suivre ensuite. D'accord. Euh,
Donc, c'est à chaque fois très spécifique. Et en ça, pour moi, je ne vois pas la différence avec un spectacle traditionnel, en fait. Moi, je comprends peut-être autre chose dans la question, justement. C'est parfois, on le voit justement quand vous parlez beaucoup de la crise du Covid et de la manière dont ça nous a fait un peu poser la question du numérique, c'est un peu quand même considérer le numérique comme un après ou une fin ou un résultat de contenu vers lequel on devra migrer parce qu'on ne peut plus montrer des choses dans ce qui existe déjà. Et donc, il y avait quelque chose de comment est-ce qu'on adapte ce qu'on fait déjà aujourd'hui pour le faire exister dans le numérique. Alors que moi, je sais que pour le coup, on a une vraie pratique à la Horde qui est autant, de notre vision, qui est autant sur le numérique que dans les salles de spectacle. Quand on fait des performances ou quand on fait des spectacles grands groupes sur des grands plateaux, on a vraiment des moments partagés avec le public en présentiel et un vrai rapport de temps passé ensemble. Et je vous rejoins complètement sur l'idée aussi d'un rendez-vous, de créer une communauté qui va réfléchir, qui va regarder dans le même sens. Nous, on est vraiment complètement partisans de cette manière de regarder et de vivre un spectacle. Ce qu'après, on propose sur le numérique, c'est jamais la même chose, mais assis devant son ordinateur, comme si c'était le théâtre, et toujours aller le penser de manière genre, à défaut. Et donc, quelquefois, quand on peut travailler avec les lieux, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu la méthode qu'on a fait au ballet, en fait, où quand on est arrivé, on a expliqué qu'on ne voulait pas faire œuvre. Donc, arriver avec la structure et l'utiliser comme un contenant dans lequel on allait mettre le contenu de notre direction artistique, mais qu'on voulait faire œuvre à travers, en fait, la structure du ballet. Et c'est très important dans l'utilisation des mots parce que par rapport au numérique, on a un peu la même vision. C'est-à-dire que quand on va créer dans le numérique, on ne va pas juste adapter des choses qu'on fait, nous, d'un côté, pour qu'elles existent sur le numérique, on va vraiment créer à partir des outils du numérique. Et en fait, je peux prendre un exemple qui est très, très concret. Au ballet, en tant qu'artiste associé, on a choisi de travailler avec Alice Gavin, qui réfléchit à la médiatisation de la danse et pas forcément la médiatisation dans le sens de en faire un objet médiatique comme on l'entend avec une grande popularité des médias. C'est vraiment comment on peut faire exister la danse à travers différents médiums. Et donc, en fait, ça passe par la création d'images, par des typographies même quelquefois, par comment est-ce qu'on arrive à créer des contenus, mais qui ne soient pas juste du contenu pour faire un peu de la publicité ou de la présence en ligne, mais qui est toujours une valeur artistique. Et donc, en fait, c'est réintégrer la force d'écriture toujours pour ne pas arriver comme on collait des affiches avant. Et là, on utilise Instagram pour juste communiquer pour ce qu'on voudrait délivrer à la fin. C'est vraiment l'intégrer dans un système de réflexion, de création d'objets artistiques. Et je pense que c'est là que ça a posé une vraie question, effectivement, par rapport au Covid. C'est que nous, c'était des pratiques qui étaient déjà complètement intégrées dans nos systèmes et d'un seul coup, on a vu des théâtres paniquer dans l'idée de rester en contact avec leur public et dire qu'est-ce qu'on peut leur offrir vu que c'est fermé, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et se poser la question du coup avec quels moyens, du coup qu'est-ce qu'on montre à défaut de pouvoir être dans une salle. Et donc là, on se disait, bah oui, il faut faire attention, on peut peut-être aussi réfléchir à d'autres systèmes de financement. C'est-à-dire que plutôt que de faire payer les places, peut-être qu'on peut réfléchir à cet autre territoire qui a des nouvelles méthodes de rémunération aussi. On parlait de créer des blockchains, de comprendre à la crypto-monnaie, de comprendre du microfunding. Il y a plein de nouveaux termes et je veux dire, c'est un territoire où on a très peu de code. Et je pense que c'est ça qui peut être intéressant, c'est si d'un seul, au lieu de vouloir forcément reproduire exactement ce qu'on faisait dans le théâtre et de le transverser et d'essayer de le faire rentrer dans des tubes qui n'ont rien à voir, c'est vraiment réfléchir à la structure qui a émergé de manière naturelle en fait d'Internet avec des acteurs qui s'occupent de ce territoire déjà à la base et de comprendre comment on peut réécrire et effectuer une vraie transformation numérique. Et la dernière chose que je vais ajouter là-dessus, c'est que pour moi, quand vous parliez de la vidéo et de la résistance qu'il y avait eu à l'arrivée de la vidéo sur les théâtres, moi je repense même encore avant à ce personnage assez fabuleux qui s'appelait Jean-Marc ou Jean-Pierre, je ne sais plus, Averti,
qui a créé des programmes pour la télévision qui étaient absolument phénoménaux, avec des choses qu'on n'aurait pas envisagées possibles dans les années dans lesquelles il l'a faites. Et en fait, le principe, c'est aussi de se dire, voilà, comme la télévision, en fait, le numérique, ce n'est qu'un médium et tout est ce qu'on en fait. Et donc, si on peut occuper des territoires pour produire et pour montrer des choses qui sont réfléchies, qui font vivre des communautés d'artistes, de penseurs et des personnes qui réfléchissent en fait à ces contenus, et pas juste en tant que contenu pour occuper, voilà, pour montrer qu'on est présent. Et ben en fait, ça peut engrainer, dans un bon sens, une vraie démarche de réflexion sur le numérique. Voilà. Merci beaucoup, Marine. Effectivement, je trouve que votre intervention, elle est très intéressante parce qu'elle met notamment en lumière tout ce que promet une collaboration peut-être accrue, renforcée entre les lieux et les artistes au moment même de la création. Et de voir comment est-ce que peuvent répondre l'utilisation du numérique par les artistes dans le cadre de leur création et c'est l'utilisation de ces mêmes outils par les lieux. Il y a une question très pratique, très concrète, hein, sur le blog et puis ensuite on va pouvoir, faire une pause pour déjeuner. C'est une question de Julien Dallière qui demande: «Est-ce que les artistes ont pris ou tenté de prendre contact avec les directions d'Instagram, Zoom et cetera, pour s'assurer de ne pas être censurés ou bien coupés pour non-respect des CGV?» Globalement, ça pose la question, des contraintes et notamment de l'accès aux informations de type juridique par rapport à ces différents outils. Bah, c'est vrai que là, après, c'est comme on disait, quoi, c'est quand même des grosses GAFA avec des systèmes qui sont très particuliers. C'est très compliqué, en fait, de s'adresser à ces personnes. Maintenant, pour tout ce qui est de la censure, c'est quelque chose avec lequel il faut jouer pour le moment. Question d'Instagram. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des plateformes où on est un petit peu plus encore, on est encore un peu plus, c'est encore un peu plus délicat. C'est des plateformes comme TikTok, par exemple, où là, on sait que, bah, pour en avoir parlé à des artistes qui ont beaucoup plus de visibilité sur ces réseaux-là et leur avoir posé beaucoup de questions, on a quand même compris que on pouvait avoir des pushs de visibilité qu'on pouvait demander en fait à TikTok. Donc il y a des choses qui sont vraiment pas du tout, enfin, c'est pas surprenant, mais qui sont vraiment pas du tout démocratiques sur ces plateformes. Par contre, je sais que TikTok France essaye de voir comment inviter des artistes et pour vraiment créer pour aider un petit peu le spectacle vivant. Donc, je sais qu'on a été un petit peu, nous, approchés, mais on n'a pas encore creusé complètement la question, parce que là, il y a des réflexions politiques, encore une fois, qui sont assez particulières. Et sur la question de la censure, on travaille avec une artiste qui s'appelle Candela Capitan, qu'on devait présenter à Canal, Mmh. qui justement flirte complètement sur l'écriture avec toutes ces questions de censure et qui est régulièrement censurée sur ses comptes parce que ses performances incluent de la nudité. Donc là, elle parle vraiment de contenu fille en maillot de bain pour vendre de la crème, ok, contenu performeuse à moitié nue pour dire des choses politiques, pas ok. Et donc, elle flirte un peu sur la compréhension de ses limites et ça devient finalement intégré à son travail. Mais c'est vrai qu'il y a un grand chantier sur cette question de la censure et des réseaux. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci à tous les intervenants pour ce matin. On termine cette deuxième séquence avec quelques minutes de retard, mais je vous remercie beaucoup pour votre participation et pour les échanges qu'on a pu avoir. Encore une fois, j'espère de tout cœur qu'on va pouvoir les poursuivre sur d'autres types de formats dans le courant de l'année.